Bienvenue dans les conversations d'Anthropique, le réseau des socio-anthropologues professionnels francophones, animé par Dominique Desjeux. Et on va passer à la green génération, peut-être. En tout cas, on va passer des jeunes aux vieux, avec le point de la ride. Voilà. Donc, je donne la parole, Daniel, pour te présenter en quelques mots, parce que ça serait très long de tout présenter, mais peut-être l'essentiel là, pour qu'on prenne la suite. Merci. Daniel Rapoport. Donc voilà, je suis rapidement psychologue, sociologue et matinée de philosophie, donc je ne suis pas une anthropologue au sens plein. En plus, donc j'ai fait quand même 3 ans à l'EHESS en anthropologie de l'alimentation. Et rapidement, donc j'ai fondé il y a une 30aine d'années ou plus un cabinet d'études ethno-qualitatif dans lequel j'ai eu Séverine et d'autres qui ont travaillé pour des entreprises sur des problématiques d'abord de consommation au sens large du terme, que ce soit vis-à-vis des clients, des consommateurs, des citoyens, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on avale ou ce qu'on reçoit, etc. Alors, je vais donc maintenant, à la demande de Dominique et à ma demande aussi, je vous présente un peu ce qu'il y a et pourquoi j'ai fait ce livre sur, non pas Dominique sur les vieux, non, sur le vieillissement. C'est pas pareil du tout. Donc, je suis partie vraiment de cette injonction talmudique de Nachman, de Breslau, enfin je ne sais plus, et qui a dit il est interdit d'être vieux. Donc ça veut dire il est interdit de se figer, de s'identifier et à son âge et à son statut de entre guillemets vieux et au regard social qui nous fige dans des cases. Mais le vieillissement inéluctable, c'est quelque chose que l'on peut parcourir avec d'autres, enfin avec d'autres envies, avec des désirs, avec la volonté quand même de rester debout, etc., comme on dit. Et je parle du désir de vivre en mouvement, dans l'espace et dans le temps, de ce vieillissement que je voulais promouvoir en termes d'aventure, justement, parce que l'aventure, imprévisible et en même temps où on peut tout inventer, surtout quand on est, entre guillemets, dans un âge certain, à partir de la cinquantaine, disons, croisé avec toute la problématique et professionnelle qui nous accepte plus forcément, et de la séduction, souvent pour les femmes, et de la puissance ou de l'impuissance pour les hommes, se passe cette espèce d'environnement délétère, dépréciateur, contre lequel je voulais lutter. Je me suis appuyée sur les travaux de Hacher, de François Hacher, un urbaniste sociologue, qui a toujours écrit ses bouquins à partir de son expérience personnelle. Hélas, il est décédé à 63 ans. J'ai beaucoup eu l'occasion de travailler avec lui. Bien évidemment, j'ai fait des interviews de femmes, d'hommes. La plus jeune, c'était 45 à peu près. Je n'ai pas trop vieux, jusqu'à 75 ou 80. Je n'ai pas travaillé sur les vieux. Je n'ai pas travaillé dans les EHPAD, je n'ai pas travaillé sur les grandes dépendances, mais plutôt sur le processus temporel, spatial, relationnel que représente le vieillissement à différentes étapes de femmes et d'hommes, donc que j'ai interviewé, beaucoup à partir de leur vécu, de ce qu'ils font et de ce qu'ils ne font pas. Ce livre est composé de 4 chapitres. Le rapport au temps, donc d'abord en introduction, pourquoi j'ai écrit ce livre, etc., à partir de nombreux ouvrages qui sont déjà écrits. Bon, le rapport au temps, à la temporalité, le rapport à son corps, parce qu'il est évident que son corps est impacté dans le vieillissement, tout ce qui concerne les peurs liées au vieillissement de soi ou de l'autre d'ailleurs, et ça va jusqu'à la mort, et ce que j'ai appelé le marketing du vieillissement, c'est-à-dire toutes les antidotes données à partir du marketing de la peur pour aider ou soi-disant aider les gens à se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, ce qui n'est pas forcément le cas. Que je suis d'obédience un peu psycho et philo et tout ce qu'on veut, et le désir au sens large du terme, et ce désir a besoin de se nourrir.
mais on ne peut pas se nourrir si le regard social qu'on porte sur les vieux est délétère et négatif. On ne peut se nourrir que activement, peut-être en provoquant quelque chose dans le regard social. Ma question, c'est est-ce qu'on peut le faire? Effectivement, en se tenant debout dans tous les sens du terme, dans le sens large du terme aussi, et d'inciter tous les acteurs et de l'offre de consommation et les politiques et tout ce qu'on veut pour donner aux personnes qui vieillissent et aux personnes âgées un statut qui pourrait leur faire dire qu'ils ne sont pas seulement des êtres vivants, mais des êtres existants, qui existent en tant que singularité. Donc, de contribuer à ça, de contribuer aussi à casser les tabous. Il y a le tabou et le cercle vicieux de la dépréciation de soi et du regard social sur le vieillissement, et aussi tabou sur tous les changements qui sont dans l'âge, parce que le changement est anxiogène. Tout changement, les psychanalystes disent, est une catastrophe émotionnelle. J'ai valorisé beaucoup l'idée de l'aventure et entre guillemets, des chemins inédits, parce que les catégories de 60 à 80 ans n'ont pas d'exemplarité devant eux. C'est-à-dire que les prochaines, les quarantenaires, enfin les 30-40, eux verront que leurs parents ont déjà fait des tas de petits pas ou de grands pas pour changer le regard que l'on pourrait avoir sur le vieillissement. Mais disons que les 70 ans, 80, ben, soit elles se résignent ou elles se disent, bon, ben voilà, c'est foutu, bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Mais il n'y a pas, et c'est pour ça que je parle de cette catégorie comme étant des pionnières ou des pionniers, mais c'est surtout les femmes, parce que les hommes en plus, que j'ai interrogé aussi, mais ça vieillit un peu différemment, les pionnières de l'aventure du vieillissement. Donc le rapport au temps, c'est quelque chose que j'ai travaillé pas mal, parce que déjà la notion d'âge, qui est absolument paradoxale, parce que tous les biologistes s'accordent à dire qu'il y a un décalage de 10-15 ans de l'âge légal par rapport à l'âge que l'on perçoit, l'âge subjectif. Donc, cette histoire d'âge, mais quel âge tu as? Bon, alors, si je te dis mon âge, je te donne un statut que j'ai, que tu penses que j'ai, mais que je n'ai pas profondément. Donc, comment veux-tu que je te donne un âge, vu que des fois, j'ai l'impression d'avoir 100 ans, et des fois 10 ans, et des fois 5 ans, je ne peux pas donner un âge, donc je ne donne pas mon âge. Ah bon, alors tu ne donnes pas mon âge parce que tu as peur de ne pas donner ton âge. C'est compliqué cette histoire d'âge, parce que ça relègue quand même dans des cases et dans des silos, dans des catégories, et que je n'arrête pas d'avoir envie de casser, y compris dans les travaux que je fais avec l'ADTEM, hein, dans le marketing, dans toutes les organisations des entreprises. Par rapport au temps, se pose beaucoup la question des rythmes, parce qu'on est bien d'accord que la lenteur des personnes âgées, c'est pas du tout que la lenteur bobo que veulent retrouver les jeunes pour être dans un bain de forêt très béni-oui et très bonheuriste, où tout d'un coup ils se disent oh là là, je prends enfin du temps pour respirer pour moi après des travaux énormes que j'ai, vous comprenez, je suis très occupée. Or, les personnes âgées, elles doivent remplir leurs agendas pour faire comme si elles étaient très occupées. Elles font du temps rempli, elles remplissent leur temps. Parfois, c'est du temps plein, donc c'est du temps qui est bien vécu, mais parfois, c'est du temps hyper angoissant et comme une réponse par rapport au temps vide, à la vacuité dans cette période de la retraite où on casse les repères, il n'y a plus de repères d'espace-temps. On se retrouve déjà à 100% souvent avec son mari ou sa femme qui sont déjà à la retraite, c'est affreux, on partage les mêmes espaces, c'est affreux, et puis surtout, il n'y a plus le relationnel, il n'y a plus le réseau, il n'y a plus l'espace, il n'y a plus la structure. Donc, comment se reconstituer une structure? Ça aussi, c'est une aventure, mais pas forcément par les agendas. On peut se reconstituer des structures soi-même, en relation avec d'autres. On inventerait quelque chose. C'est toujours pareil. Quelles sont les inventions que je peux mettre en place ou les innovations que je peux mettre en place, mais à son fameux sens à mon vieillissement, au vieillissement de chacun, et pour ne pas en faire quelque chose d'inéluctable et de finalité. Autre truc par rapport au temps, c'est le temps qui reste. Alors là, quand on calcule, il y a beaucoup moins de temps qui reste devant que de temps qu'on a passé derrière. Alors là, tout d'un coup, on se dit, bon, alors, attends.
il parle de l'écologie, alors 2030, bon, ça va, je vais peut-être y être, 2050, je ne suis pas sûre là du coup. Et ça m'intéresserait beaucoup d'être là en 2050. Alors, est-ce que je vais aller chez les transhumanistes et me dire qu'ils ont peut-être raison, que je vais collaborer avec eux dans leur idéologie et dans leur projection de vivre jusqu'à 120 ans ou 130 ans? Eh bien, peut-être que je peux avoir cette conviction. Mais non, mais je suis quand même rationnelle, je vais me dire que non. Alors, est-ce que je vais croire en quelque chose? Non, si on croit en rien, etc. Donc, c'est très compliqué de gérer les 20 ans, les 10 ans, 15 ans, 20 ans, du temps qui reste, autant au plan de sa séduction pour les femmes, sûrement, parce qu'on voit au plan boulot, au plan cinématographique, c'est beaucoup basé sur la séduction, même si on essaye de dépasser ça. Et donc, ce temps qui reste aussi par rapport au temps de vie qui devrait, si c'était possible, se transformer en existence ancrée dans le dedans et dans le dehors aussi. Par rapport au décalage dans les rythmes, j'avais une femme que j'ai interviewée à presque 80 ans et qui me disait, hier ou avant-hier, j'ai été dépassée dans la rue par une jeune femme qui m'a bousculée presque parce qu'elle marchait beaucoup plus vite que moi. Et elle m'a dépassée, elle s'est retournée, cette jeune femme, et elle m'a dit, votre place n'est pas sur ce trottoir, il est en face. Et en face, c'est le cimetière de Montparnasse. Enfin voilà, sympathique, cette jeune fille, etc. C'est le summum de l'horreur. Voilà. La structuration de la famille n'est pas du tout la même qu'au siècle passé. Donc, il y avait des familles au siècle passé où la structure prenait en compte 2-3 générations, peut-être pas plus, mais disons que l'aîné faisait partie et de la maison et de l'intégration dans le temps passé, et de la reconnaissance, donc avec un rôle qui était reconnu et qui n'avait pas cette stigmatisation-là. Et maintenant, 4 ou 5 générations se côtoient, mais pas dans l'espace, parce que un éclatement dans l'espace de toutes ces familles qui sont par-ci, par-là, d'où un isolement, une solitude, que je différencie de la solitude, un isolement souvent des personnes âgées à qui on donne des petits chiens, des petits chats ou des robots pour les distraire. Les robots qui jouent un rôle d'affection. Mon robot, il m'aime. Mais non, ma chérie, c'est pas le robot qui t'aime, c'est toi qui aimes ton robot. Sachant aussi que toute la problématique de la grand-parentalité a changé parce qu'on n'est plus des grands-parents statifiés dans leur petit chignon gris et leur confiture. Non, les grands-parents sont vaillants, sont actifs, sont cultivés ou pas pour certains, etc. Donc voilà. Et puis, n'oublions pas non plus à la cinquantaine, la génération pivot qui se situe entre des enfants encore à aider et parfois à nourrir et des parents encore à nourrir et peut-être à aider aussi matériellement. Alors, le rapport au corps, bon, ça, vous imaginez bien qu'il peut y avoir quand même des imaginaires et des réalités de dégradation, de perte de force, de perte de puissance, pas mal chez les hommes, chez les femmes, donc toute la problématique de l'apparence. Et par rapport au corps, ça ne se révèle que lors des premiers mots, MAUX, et tout d'un coup, on se dit, oh là là, le premier mal, enfin la première douleur des trucs, c'est pas pareil que chez les jeunes. Chez les plus jeunes, d'après ce que j'ai entendu, eux, ils peuvent complètement se dire non, mais c'est rien, ça va passer. Il y a une réversibilité. Et chez les plus âgés, ils disent attention, c'est le signe pour plus tard, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Est-ce qu'il va y avoir une aggravation et puis même pire, le spectre de la dépendance. Le corps, j'ai parlé pas mal de la sexualité, pas mal de sexualité chez les personnes âgées, 50% ont toujours des vies sexuelles bien ardentes hein, et que les jeunes pourraient leur envier parfois. Je vais parler des peurs liées quand même à tout ce qui concerne la déchéance, la dégradation, la dépréciation, qui impactent sur l'estime de soi, dans le cercle vicieux qui est perte d'estime de soi, sur la problématique de pourquoi on a peur d'avoir peur déjà, parce que j'ai analysé ça d'un point de vue plus large et qui différencie les peurs des angoisses. Quand on a peur de quelque chose, c'est plus facile de trouver une antidote. Mais si on est angoissé, je suis angoissée et j'ai peur de. Donc, on est déjà sur le verbe être
d'une angoisse qui est existentielle, et sur j'ai peur, c'est un complément d'objet direct que l'on peut travailler en antidote et en remplaçant un peu, en donnant un peu quelque chose qui va bénéficier voilà, à la personne qui est dans sa peur. Enfin, très important aussi là que je replace le marketing de la peur, que pas mal de cosmétologues, de gens qui sont dans des entreprises dans l'alimentaire, dans les banques qui offrent tout un tas d'offres qui sont basées sur la peur de vieillir, la peur de mourir, la peur de mal manger, la peur de se faire du mal, etc., pour provoquer la possibilité d'avoir accès à leurs antidotes. Donc ça s'inclut effectivement dans toutes ces problématiques de réponse à ça, soit on adhère ou pas. Et on voit parfois, j'ai interviewé des gens qui utilisaient des crèmes, et tout d'un coup, ils se rabattent sur la Nivea, ils me disent, de toute façon, ça ne sert à rien. J'ai autant de rides qu'avant, et autant aller dans la Nivea, qui est beaucoup moins chère et que ma grand-mère mettait, et elle n'avait pas de rides, elles en ont moins que moi. Alors, j'ai parlé beaucoup de la problématique des crises, hein, en revenant sur toute la problématique du bon côté de la crise aussi, et de sa résilience, hein, comme on dit. Je pense que la grande peur, c'est la fragilité de l'altérité aussi, c'est-à-dire de se replier un peu, faire ce qu'on fait un petit peu maintenant, hein, l'autoprotection, et se dire que maintenant on doit s'occuper vraiment de soi parce que le contexte est grave, il y a des guerres, il y a les crises sanitaires, il y a le boulot et on ne sait pas si j'aurai du boulot, etc. Est-ce que ce que je fais de ma vie est important, est intéressant, est-ce qu'il est reconnu? Donc, on va essayer, on se replie un peu. Et cette perte de l'altérité, la peur des personnes qui accompagnent les personnes âgées et la peur des personnes âgées aussi, c'est la perte de leur réseau, c'est la perte relationnelle. Or, si on perd ça, c'est extraordinairement délétère et embêtant, et je ne vois pas comment on peut se sortir de ça. Donc, alors je disais, voilà, donc j'ai parlé en quatrième chapitre de à qui profite le vieillissement, et c'est vrai que ça profite financièrement à ceux qui proposent toutes les antidotes, et les fameux seniors qui sont une appellation très marketing qui veut dire vieux, mais en fait on n'a pas le droit de le dire, on dit senior parce que ça fait bien, etc. Bon, j'ai pas mal parlé effectivement de tout cet univers de médecine esthétique, de chirurgie esthétique, de toutes les injonctions, de tous ces donneurs de recettes sur la ménopause, enfin, etc., avec cette idéologie actuelle de bien-être et de bonheurisme qui ne tiennent pas compte, hélas, des inégalités. Alors, des inégalités sociales, des inégalités de culture, ceux qui savent réparer, ceux qui ne savent pas manger comme il faut. J'ai pris en compte toute la problématique de l'épigénèse, de l'épigénétique, etc., pour travailler sur l'influence de l'environnement. Voilà, avec effectivement une approche des neurosciences, hein, parce que comme ça me sujette beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Et je me dis que pour pallier justement cette difficulté d'entrer en aventure de la vie, en aventure du vieillissement, en peur de changer et en pionnière ou en pionnier du vieillissement, autant développer son préfrontal pour arriver au maximum de sa capacité et d'intelligence créative et d'adaptation et de possibilité d'avoir, une place et une temporalité qui se propose à l'autre étant le sociétal et tout ce qui nous empêche peut-être, nous les vieillissants, mais tout le monde est vieillissant, d'être bien dans ses bottes à n'importe quel âge.